Entendre avec tes yeux, c'est le titre du 7e ouvrage d'Isabelle Souchet, auteure vendéenne. Un récit au cœur de la vie de famille, de sa vie de famille, bouleversée par la surdité de sa petite Rachel, diagnostiquée à l'âge de 18 mois. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bon, l'été s'est bien passé? Très bien. Bon, pleine forme. On fait une rentrée avec vous. Ce sera le sujet de votre chronique tout à l'heure. C'est la rentrée pour tout le monde. C'est la rentrée pour l'air de rien. C'est la rentrée littéraire. C'est la rentrée scolaire. Surtout la rentrée scolaire. Surtout la rentrée scolaire, voilà. Bon. Isabelle Souchet, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Voilà. Alors Gilbert, vous connaissez un petit peu Isabelle Souchet parce que vous n'êtes pas à votre premier livre. C'est vrai, ouais. J'ai dit 7 ouvrages. Oui, c'est le 7e, celui-ci. Ouais. Alors on vous a connu, on vous connaît pour avoir écrit plusieurs ouvrages de vos récits de voyage. C'est vrai, c'est les plus populaires, enfin c'est là où il y en a le plus aussi. Donc il y a eu Vendée-Compostelle. Oui, le chemin de Compostelle. Après, je suis allée en Inde du Sud. J'ai écrit au fil des jours en Inde du Sud. Après, il y a eu les pays de l'Est aussi. En Bulgarie, en Macédoine. Ça, c'est mes 4 expériences où je suis partie toute seule. Mais là, avec ce livre, Entendre avec tes yeux, vous restez à la maison. Ah oui, vraiment. Ouais. C'est une histoire, c'est un récit personnel. Vous racontez, c'est une aventure particulière qui a démarré en février 83. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en février 83 ? Eh bien, en février 83, j'ai ma fille qui, un matin, ce matin de février, et je la trouve brûlante, sans bruit. Donc elle a 1 an et demi. Molle. Elle a 1 an et demi, juste 1 an et demi. Et je me suis dit, enfin, je sentais bien qu'elle était très malade. Comme c'était un samedi, samedi, j'ai pris le médecin de garde. Enfin, j'ai consulté le médecin de garde pour elle, qui m'a dit, c'est une bricole. Un enfant qui a de la fièvre, voilà, on s'affole pas, c'est pas grave. Sauf que le dimanche, je n'étais pas rassurée. La fièvre est tombée un peu, mais elle était toujours à vomir, mais vraiment, vraiment malade. Elle ne pleurait même pas et gémissait. C'était Est-ce qui vous inquiétait, est-ce qu'elle était vraiment molle et qu'elle Ah ouais, c'était très impressionnant. Et puis, j'ai revu le médecin le lundi, je l'ai revu plusieurs jours. Après, on détecte des otites. Après, il y a eu plusieurs épisodes. Ah ouais, vraiment, tout un enchaînement et jusqu'au moment où le médecin de famille était parti en vacances quand elle était malade. Et quand il est revenu, je suis allée le voir et là il m'a dit non, il faut chercher autre chose, parce qu'elle pleurait à chaque fois que je lui mettais des couches. Elle avait mal aux hanches aussi. Et donc elle a été hospitalisée et puis là c'était d'un côté une sécurité parce qu'elle était prise en main par des médecins, et puis d'un autre, elle était toute seule à l'hôpital parce que ma présence a été refusée à l'époque. Donc il y a eu à la fois la peur de ne pas savoir pourquoi votre enfant souffrait, un univers médical qui parfois même, parce qu'il y a eu des mots durs des médecins, vous accusez de ne pas savoir soigner votre enfant. Exactement. Et puis il y a le diagnostic. Là aussi qui est brutal. Oui, mais le diagnostic, comme il est arrivé après, quand ma fille était hospitalisée, j'ai demandé à ce qu'on fasse des examens parce que pour moi, elle n'entendait plus. Voilà, parce qu'on vous dit, oui, il y a effectivement un problème au niveau de la hanche, il y a une inflammation des hanches. Ça, tout le reste et vous était dit, mais vrai. je pense que... pour moi, elle n'entendait plus et j'en étais convaincue, même depuis le premier jour, ce matin-là où je lui parlais, ce premier matin avec sa grosse fièvre. Elle ne répondait pas, aucune sollicitation, rien. Et pour moi, elle me disait, mais il y a un truc, elle n'entend pas, elle ne m'entend plus. Elle ne vous entendait plus ou J'étais convaincue qu'elle ne m'entendait plus. Et ça a duré tout le temps, après, même quand... Et avant, vous aviez l'impression qu'elle réagissait Avant, elle entendait très bien. La veille au soir, elle dansait... Comme une enfant de 18 mois, au lieu d'aller se coucher, elle dansait au son de la musique. Non, elle entendait très bien, elle jazzait, elle parlait comme les enfants de 18 mois, elle racontait elle appelait et tout. Et là, d'un seul coup, il n'y a eu plus rien. Et au bout de combien de temps, un médecin a dit,
il y a un vrai problème. Elle Eh bien, entendra. c'est quand mon médecin de famille a fait un courrier, je crois que c'est même lui qui a pris rendez-vous au CHU, À Nantes. auprès de l'ORL, et qu'il a... moi, j'y allais en me disant, à la limite, je veux savoir, c'est pas à la limite, je veux savoir, elle entend ou elle n'entend pas, c'était ça, mais j'étais pratiquement certaine qu'on allait me dire, elle n'entend plus. Mais j'espérais bien que ça allait revenir malgré tout. Mais je savais. C'était au bout de 4 mois, ça devait être au mois de mai. 4 mois après le... Ouais, après ce février-là. Et là, effectivement, c'est un coup de semonce parce que d'un seul coup, non seulement j'ai la certitude qu'elle n'entend pas et qu'on reconnaît au moins ce que je ressens en tant que maman, que ma fille ne répond pas, quoi. Et elle ne répondait pas ni à moi, ni à personne autour de nous. Et là, par contre, c'était tous les mots qui ne sont pas forcément des mots savants, mais que je ne connaissais pas, ou sans les avoir utilisés, orthophonie, audioprothèse, prothèse, rééducation, choix de communication, et... Voilà, parce qu'à la fin de la consultation, elle dit va falloir mettre des choses en place, ça, ouais, et on tout dit à bien, fait. C'était l'annonce. Et puis en fait, après, quand elle a vu à quel point, puis je ne dois pas être la première, elle savait bien la réaction, mais il fallait les dire, les choses. Et là, après, elle a pris un moment, on a parlé, elle a expliqué, m'a donné des adresses, des conseils. Elle a été tout à fait pédagogue et psychologue dans la suite, quoi. Alors, Mais en laissant entendre quand même que c'était quelque chose d'irrémédiable. Ah oui, il fallait des prothèses. C'était sûr que là, c'était abîmé, on ne pouvait rien faire et que c'était son nerf auditif qui était atteint. Donc là, et elle dit probablement qu'elle a fait une méningite. En fait, c'était ça, la fièvre et puis l'état. Dit, mais ça, ce sera difficile d'en être sûr. Mais elle m'a dit, si vous voulez une certitude, vous lui faites faire une ponction lombaire. Et je ne voyais pas l'intérêt après tout ce qu'elle avait vécu, toute petite. Moi, je me suis dit, je lui dirai, quand elle sera adulte, elle fera ou elle ne fera pas. Parce que la période de l'hospitalisation, ça a créé un vrai traumatisme chez elle vis-à-vis des médecins des blouses blanches. Ah oui, et puis elle a beau me dire maintenant que non, les blouses blanches, ça ne la dérange pas. Je sais bien que sa tension, elle fait... Mais bon, alors, une particularité, une chose importante de cet ouvrage, c'est qu'il a été écrit à partir des notes que vous avez prises au jour le jour, presque. Oui, c'était carrément au jour le jour. Donc il y a une trentaine d'années. Ah bah oui, une bonne trentaine d'années. Et pourquoi, en fait, je notais pour m'encourager, parce que je me rendais compte qu'il y avait des fois des choses qui allaient mieux. Et elle reprenait à faire un son, par exemple. Puis après, pendant une semaine, il n'y avait rien. Donc je me disais, bon, j'ai rêvé, elle ne va pas y arriver. Alors, je ne sais pas, moi, l'idée m'est venue, j'ai acheté les petits carnets bleus là, qu'on a pour prendre des notes, et puis chaque jour, je notais, elle a dit ça, elle dit plus, elle a redit, et non, c'est plus comme ça, c'est autrement. Et ça a peut-être été utile aussi pour les médecins, finalement Eux, ils n'ont jamais... Si, ils ont dû le savoir, certains médecins, mais... Non, c'était vraiment pour moi. Et de temps en temps, je me disais, bon, allez, je remonte les pages. Et puis, si. Ah, mais j'avais oublié que ça, elle ne disait pas, qu'elle le faisait pas. Et sans savoir au départ que ça allait être un parcours long. Non, absolument pas. Mais j'en ai fait 3 carnets comme ça, quand même. Et c'était en abrégé. C'était, c'était bien dense, quand même, comme écriture. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en 2016... ces notes deviennent un ouvrage, donc deviennent quelque chose de public, sortent du cercle familial ou même de votre propre besoin. Alors en fait, ces carnets, quand ma fille a été grande, et je pense que je lui ai donné, même avant que maintenant elle a 2 enfants, je crois même que je lui ai donné avant qu'elle ait des enfants, en lui disant, écoute, c'est ton histoire, je te les donne, moi maintenant, ça ne me concerne plus, au sens où, sauf si tu veux si tu as des questions ou n'importe. Et puis, elle avait commencé à remettre en phrases comme ça. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, elle me dit, mais maman, c'est imbuvable tes carnets, là, je ne comprends rien, c'est écrit, il n'y a que la moitié des mots, tu écris mal. Et puis, tu as fait d'autres livres, alors moi, je voudrais bien que tu me racontes ça sous forme de livre, et je raconterai ça à mes enfants pour qu'ils comprennent que, comment on communique avec maman, comment on fait, quoi. Donc ça a d'abord été une volonté, un souhait de communiquer entre vous, je dirais, dans un premier temps, avant que ce soit une histoire publique.
Ah bah oui, absolument. Le premier but, c'était ça. Hein. J'écrivais et après, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire un récit au passé comme ça. Donc, je lui ai écrit sous forme de lettres, 5-6 lettres, je crois. Et je lui parle comme quand on écrit à quelqu'un qu'on ne voit pas régulièrement. Et l'objectif était, au tout départ, la demande de Rachel, c'était raconte pour que je lise cette histoire aux enfants. Sauf que maintenant, il me dit, mais je ne peux pas raconter ça, je ne peux pas lire ça à mes enfants. L'aîné a 5 ans, l'autre 2 ans, donc elle ne peut pas lire, même si le contenu n'a rien d'imbuvable. Ce n'est pas de la lecture pour enfants, quoi. Non. Alors on va y revenir parce que ce livre aussi, on va voir la fratrie, hein, la sœur et les frères de Rachel. Elle n'est pas toute seule, Rachel. Ouais. Petite parenthèse avec la rentrée de Gilbert. Est-ce que c'est un bon moment, la rentrée, finalement, Gilbert ? C'est un bon moment parce que d'une part, en principe, on a repris des forces et puis on repart avec c'est le principe. un nouveau dynamisme. Voilà. On a fait le plein de vitamines avec le soleil. En tout cas, tout le monde en parle de la rentrée. La rentrée, c'est au sens large. C'est la rentrée politique. On en parle encore après. C'est la rentrée littéraire. C'est la rentrée d'un acteur qui revient sur scène. C'est la rentrée. C'est toutes les activités personnelles. Toutes les activités personnelles, associatives, etc. C'est effectivement dans l'année civile, c'est quand même un moment fort. Comme les vacances sont un moment fort, le redépart, la rentrée, c'est quelque chose. Mais bon, la rentrée, on en parle surtout sur le plan scolaire. C'est peut-être ce qui domine peut-être l'actualité fin août, début septembre. Mais la rentrée, on en parlait, je dirais, bien avant que le phénomène scolaire ait autant d'importance. Même autrefois, on parlait de la rentrée des récoltes, la rentrée des foins. Ah oui, c'est vrai. Il y a plein d'expressions autour de la rentrée. J'en ai relevé quelques-unes. Rentrer dans son sujet, rentrer en grâce, rentrer sous terre, rentrer dans ses droits, rentrer dans l'ordre, rentrer dans son foyer ou dans ses meubles, rentrer en contact ou en correspondance, rentrer dans un vilain jeu. Il y a plein d'expressions autour des redémarrages. Voilà. Alors, bon, c'est vrai, on va revenir un petit peu à la rentrée scolaire parce que c'est quand même ça ce qui ça qui conditionne marque. pas mal de choses aussi. Ça conditionne un petit peu tout parce que ça a des incidences sur le travail, ça a des incidences sur la vie associative. Les enfants, c'est non seulement la rentrée scolaire, mais c'est aussi des activités qu'ils ont. Il y a plein de choses qui tournent c'est la autour circulation aussi. Voilà. Oui. Alors, en Vendée, on va pas, parce que tous les médias en ont parlé, on ne va pas en épiloguer très longtemps là-dessus, mais c'est quand même quelque chose comme plus de 140 000 enfants ou jeunes qui reprennent le chemin de l'école ou du collège ou du lycée. C'est quand même pas rien, sans compter donc, ceux qui sont concernés par au-delà du bac. Comme phénomène, je dirais, marquant en dehors des écoles qui, de temps en temps, qui ferment, de temps en temps, qui ouvrent, selon la démographie locale. On peut noter en particulier l'ouverture du collège de la Motte-à-Char. Au Sable d'Olonne, le véritable démarrage d'une sorte de faculté. Tourisme, voilà. On ne sait plus. Je ne sais plus. Enfin, post-baccalauréat, on va dire. Voilà. Et puis, sur le plan national, mais là aussi, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a un certain nombre de mesures nouvelles. Oui, on a cru comprendre qu'il y avait des... oui. Il y a des réformes. La réforme des collèges, l'accompagnement en 6e, un accompagnement personnalisé. Une deuxième langue vivante à partir de la 5e. Donc il y a un certain nombre d'évolutions. Et puis peut-être ce qui marque peut-être tout le monde, c'est le phénomène d'insécurité avec les attentats qui fait que, bon, même si c'est relativement discret dans un certain nombre de communes rurales, il n'empêche qu'il y a quand même une présence plus soutenue, une vigilance des forces de l'ordre, de gendarmerie, de police, auprès des écoles et puis des patrouilles qui se manifestent de temps à autre. Ce n'est pas des sujets qu'on a l'habitude d'aborder quand on parlait de rentrée scolaire. C'est quand même un phénomène, je dirais, nouveau. Ouais. Voilà.
Vous vouliez parler des mots, de quelques mots qui... je veux profiter un petit peu de cette rentrée scolaire parce que j'ai relevé un certain nombre d'expressions propres à l'éducation nationale ou au monde scolaire qui me font un petit peu sourire. Par exemple, parce qu'on prend de plus en plus de précautions dans les mots. Ouais. Donc on arrive à des constructions un peu bizarres. Par exemple, demain, l'élève n'apprendra plus à écrire, mais à maîtriser le geste graphomoteur et automatiser progressivement le tracé normé des lettres. C'est bien dit. Hein. Ah ouais. C'est fait pour être compris. Je ne sais pas si on a compris au bout du compte. Ils vont tous être littéraires. Je continue. Hein. On ne parle plus de dictée, mais de vigilance orthographique. C'est pas mal aussi. Alors, si un élève a un problème, on tentera une remédiation. Alors, c'est vrai sur des certain nombre de disciplines, mais on peut élargir ça au domaine de l'éducation physique et sportive, où on dit que courir, on dit plus courir, on dit créer de la vitesse. Oh non, mais ça c'est... Et puis alors, c'est vrai, Gilbert. Oui, mais c'est vrai. Ah d'accord. C'est même sauf pas... sauf qu'on peut courir plus ou moins vite. Hein. Oui, c'est vrai, créer de la vitesse. Mais alors, le pompon, je trouve, c'est nager en piscine. Parce que nager en piscine, c'est se déplacer dans un milieu aquatique, profond, standardisé, et traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. Mais on a le temps de se noyer en faisant la définition. Ou quelqu'un qui a peur de l'eau, je ne suis pas sûre que ça lui donne envie. Hein. Ouais. Et vous pratiquez le badminton? Non. Ça fait très longtemps. Ouais. Ouais. Eh ben, je ne sais pas comment on disait quand vous en pratiquiez, mais là, maintenant, c'est une activité duel médiée par un volant. Mais un volant de voiture. Mais c'est chouette, bon, alors, ça. on pourrait continuer. Parce ça, c'est plus poétique. Il y en a eu plein. Une maîtresse au cours d'une réunion qui a dit que les enfants allaient apprendre à manier l'outil scripteur au lieu de tenir un crayon. Oui, mais ils ne sont pas partis avant d'avoir écouté la fin de la définition. Hein. Alors, votre livre, pour ça, il est beaucoup plus limpide, je pense. J'espère un tout petit peu. Non, alors, pour en terminer, je serais tenté de dire une expression d'Albert Jacquard qui est plus sérieuse, qui fait la distinction entre apprendre et comprendre. C'est important. Et il dit textuellement, il est facile d'apprendre et cela est le plus souvent nécessaire pour prendre des décisions quotidiennes. Mais s'en satisfaire, c'est accepter de se nourrir de miettes qui tombent de la table du banquet. Et la deuxième expression, comprendre permet de réellement goûter au plat et de se réjouir de saveurs nouvelles. Donc, il y a quand même une dimension différente. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, bien, merci Gilbert. Oui, Gilbert, on dit stop. Est-ce qu'on peut terminer sur une note Non, on n'a plus le temps. En coulisses, voilà, quand on se démaquillera, vous avez le temps. Parce que Isabelle, quand même, on l'a invitée pour qu'elle parle. Bien sûr, c'est plus important, oui. Non, c'est pas plus le sujet. Et puis, pour revenir à entendre avec tes yeux, donc, qui reprend vos notes sur cette histoire de Rachel, donc, qui avait eu un peu plus de 18 mois quand elle a été diagnostiquée sourde. Donc, elle a à l'époque 3 frères, une sœur. Après, il y a eu un petit garçon qui est né après. Elle a 2 frères à l'époque. 2 frères. Et une sœur. Elle est la 4e. La 4e, et vous aurez un 5e enfant après. Oui. Vous leur avez demandé vous avez partagé vos notes, de votre écrit avec eux, et ça vient ponctuer certains passages du livre. Alors, ça s'est fait, ils n'avaient pas lu. Je leur ai dit, en secret de Rachel d'ailleurs, et je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit, Rachel me demande de raconter son histoire à l'aide des petits carnets que j'écrivais. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et c'est tout. Donc, eux, ils ont communiqué entre eux après, et c'est venu comme ça. Mais ils n'avaient pas le contenu du livre. Alors, ce qui est étonnant, c'est que certains disent
on n'avait pas compris tout ça, ou même j'ai jamais considéré ma sœur comme une personne handicapée. Oui, Alors il y a aussi le sentiment, finalement, on t'a pas assez accompagné, on a ce sentiment qu'on est passé un petit peu à côté de certaines choses. Ouais, je vais dire c'est normal parce que maintenant ils sont adultes, ils ont des enfants ou s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont dépassé et ils m'ont énormément aidé, beaucoup plus que ce qu'ils prétendent, mais je souhaitais aussi qu'ils restent dans leur vie d'enfant. Oui. Et automatiquement, je me rendais compte, jamais je leur ai dit, vous faites attention, quand vous parlez à Rachel, il faut être à sa hauteur. Comme elle était petite, vous mettez accroupie quand vous lui parlez, qu'elle vous voit parler, qu'elle prenne l'habitude que les lèvres ont un sens et qu'il ne suffit pas d'entendre, il faut comprendre ce qu'on entend. Parce qu'autrement, moi je peux entendre le chinois, mais on peut me dire va à droite et je m'en irai à gauche, j'y comprends rien. Alors des fois, il s'amuse avec ça. D'ailleurs, il dit on faisait semblant d'articuler des choses, mais en fait, on disait rien. Donc ils ont pris aussi un côté ludique finalement. Ils ont joué avec elle et c'était d'instinct. Et c'est ça que je trouvais vraiment bien de leur part. Ça restait naturel. Et ils étaient là très très souvent. Et moi, dans ce cas-là, ça me permettait d'une part de ne pas garder ce rôle d'éducatrice ou de... Il jouait, et en fait, on a joué presque toujours. À chaque fois, on devait répéter, parce que nous, notre mémoire, un mot, on l'entend sans s'en rendre compte, et on finit par l'enregistrer. Mais elle, il fallait absolument s'attarder, quand c'était dessus, dessous. Alors, combien de fois on a mis le couvert peut-être pas en chantant, parce que chanter pour elle, c'était pas facile, mais c'est toujours pas facile. Mais en jouant, on mettait la cuillère. Non, c'est pas à gauche, là c'est à droite, et vice-versa. Et tous les gestes doivent porter un sens. Tout devait avoir du sens, mais il fallait rester sous la forme du jeu quand même, quoi. Je me permets de poser je dirais presque deux questions en même temps. Qu'est-ce que vous a apporté, vous, personnellement, cette épreuve ? Oui. Et deuxièmement, ce que s'est apporté également la production de ce livre. De sortir du livre. 30 ans après. Ouais, à moi, je dirais que c'est avec du recul, parce que sur le moment, je ne me suis pas posé la question, qu'est-ce que ça va m'apporter, hein. Ça m'a forcé à oser affirmer et à la défendre. Parce qu'après, j'ai été engagée associativement et il fallait rencontrer des gens qui avaient une culture que je n'avais pas, entre autres des médecins, et défendre la position des parents. Parce que tout enfant, il est en majorité du temps avec sa famille et il est éduqué en famille. C'est pas parce qu'elle voyait l'orthophoniste pendant 1 heure ou 2 heures qu'elle allait à l'école. C'est un travail complémentaire, mais n'empêche que la vie en famille, c'est bien les parents qui sont... Donc, souvent, les médecins vous disent, beaucoup de choses vont passer par vous, et c'est important. Et j'ai eu la chance d'avoir des spécialistes qui m'ont bien entourée et bien encadrée, parce qu'il y avait aussi ceux qui disaient, nous, on est les professionnels, vous affirmez ça, mais nous, on sait bien, on a appris que non, c'est pas comme ça, quoi. Et... Alors, la sortie de l'ouvrage, ça a eu... La sortie de l'ouvrage a fait que ses frères et sœurs ont découvert beaucoup de choses qu'en fait, ils avaient oubliées, parce que dans le quotidien, ils étaient là. C'est certainement vrai aussi que j'ai un peu aseptisé pour eux mes inquiétudes, parce qu'ils n'avaient pas apporté ça. L'important, c'est qu'ils gardent leur spontanéité tous ensemble et qu'ils s'entraident comme ils avaient l'habitude de faire avant ce souci-là. Mais les 2 plus jeunes, Rachel et 4e, l'enfant d'avant et l'enfant d'après, ont toujours vécu avec Rachel comme elle est maintenant. Et certains disent, c'est maintenant, en tant qu'adulte, qu'on découvre tes difficultés, quoi. En tout cas, c'est un livre qui n'est pas triste, qui est fait... non, j'espère bien. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui sont compliquées, il faut de l'énergie. Vous insistez aussi sur le fait que ce n'est pas un livre de conseils pour les parents. Surtout pas. Et qui doit donner confiance. Voilà, c'est une expérience parmi toutes les autres. Chaque enfant est unique, chaque parent, chaque maman, parce que je l'ai écrit en mon nom,
Je fais attention au micro. Et le vécu avec les professionnels peut être différent et plein de choses. Oui, maintenant, il ne faut surtout pas se comparer, c'est juste un encouragement. Mais c'est à la fois une expérience un peu unique, mais qui peut, même si ça n'a pas vocation pour servir, c'est quand même une expérience qui peut... En fait, j'aimerais que... maintenant, sorti du cocon familial, si ça peut donner confiance, complètement, ce serait super. Je pense que ça peut donner confiance, effectivement. Oui, parce que le handicap, c'est pas facile à assumer quand même. C'est pas facile, mais on peut dire, et la pour surdité, terminer, encore que Rachel, elle est maman et qu'elle a fait des études universitaires. Oui. Voilà. Et certainement que la cellule familiale a été une vraie force. Donc ça s'appelle « Entendre avec tes yeux ». On indique vos coordonnées parce que c'est le plus simple pour se procurer l'ouvrage pour le moment. Mais peut-être qu'à la suite de cette émission, tous les libraires vont... Voilà, tous les libraires vont m'inviter et puis le demander. Voilà. Il est en vente sur Price Minister actuellement. Voilà. Et puis les libraires, il y en a beaucoup qui me connaissent. Voilà. Et il y a des dédicaces prochainement, c'est pareil, on les inscrit. Ouais. Merci à tous les deux. Et merci puis bonne route votre compagnie. À vous avec cet ouvrage et les prochains. Merci Gilbert et on se retrouve la semaine prochaine. Okay.